Alors, l'adoption du règlement intérieur, là aussi, hein, c'est vraiment c'est pas figé, c'est-à-dire qu'un règlement intérieur, il évolue. Et donc, là, il y a eu une volonté, donc je vous la fais court, parce que le règlement intérieur, il fait 60 pages, hein, 58 pour être précise. Donc, c'est un gros pavé à sa lecture. Mais en tout cas, il a été travaillé avec les médecins, avec les agents, et c'est vraiment, voilà, tout est figé dedans, tout est inscrit, et lorsqu'on a besoin, eh bien, on le réactualise. Donc là, dans cette délibération, on souhaite en fait intégrer le règlement du télétravail, hein, qui a fait suite à un CST avec les représentants du personnel en sa séance du 10 septembre 2024, et intégrer aussi en fait deux points. Une procédure à mettre en place lorsqu'on a des agents qui présentent un trouble du comportement. Et le troisième point, c'est lorsque on a des demandes d'événements festifs, dans un départ à la retraite, etc., où ils solliciteraient, eh bien, une demande d'autorisation, bien entendu, pour cet événement festif. Voilà les trois points qui expliquent cette délibération et ce complément sur le règlement intérieur qui existe, lui, depuis le départ. Voilà, donc il s'agit d'adopter le règlement intérieur, de dire qu'on est passé en CST le 22 avril 2025 et que la commission des ressources s'est réunie le 18 septembre 2025 et qu'on adopte ainsi le règlement intérieur avec ces trois points supplémentaires et de dire que les dispositions de présente délibération prendront effet à compter de la transmission de la présente délibération au contrôle de la légalité. Des questions? J'ai une question pour le télétravail, justement. Alors, il y a un article sur le matériel informatique. Est-ce qu'on met à la disposition quand même, c'est pas très clair, il me semble, d'un écran suffisamment adapté en fonction du travail à faire pour l'agent? Si par exemple le service com travaille chez lui, sur un portable, c'est pas très pratique, est-ce qu'on lui met à disposition un écran adapté? J'ai l'impression que non. Bah, il a en fait son... il ne peut pas répondre parce que vous ne pourrez pas l'inviter, mais il a en fait son matériel, bien entendu, dans son ordinateur qui se transporte de l'administratif à la maison, parce que dessus, il y a bien entendu tous les logiciels correspondants. Je parlais juste de l'écran. L'écran déporté. J'aurais tendance à dire si tu as travaillé en télétravail, pour cette fonction de communication, enfin, il me semble, la mise à disposition d'un écran permanent chez lui s'il travaille régulièrement est plus adaptée que d'emmener l'écran du bureau. Enfin, le portable, oui, mais le portable, souvent, l'écran est pas assez adapté. Donc ça, c'est un sujet, et j'ai l'impression que c'est pas clair. C'est à la page 62 du PDF. Oui, je vois. Mais en fait, je pense qu'on s'adapte à la demande selon les agents en télétravail. Voilà, je pense que oui, on peut faire un urbanisme entre eux sur le télétravail après, le retour à leur chef. Enfin, tous ceux qui travaillent sur des plans en zone grand écran, voilà. Donc souvent le portable n'est pas adapté et c'était pas forcément. C'est la page 62 hein, c'est vraiment lié à la demande et on accède aux demandes, des besoins spécifiques des agents. Tu parles de mission à la maison pour d'autres questions, M. Parot? Moi, c'est pas du tout sur le même point, c'est sur le point du trouble du comportement. Je voulais des petites précisions parce que c'est une notion qui n'existe pas juridiquement en droit. Et ça peut poser des problèmes si jamais un agent se retourne contre la commune. Et donc il faut savoir qu'en cas de mesure disciplinaire ou d'accompagnement, c'est le statut de la fonction publique qui prévaut. Et cette notion n'existe pas, ni même d'un point de vue médical. C'est une notion, trouble du comportement, ça n'existe pas.
Donc si on vote ça, demain on expose la commune à un recours juridique qui peut être perdu. Alors je vais laisser répondre M. Laval parce que en cette fait, procédure, donc, a été travaillée avec les médecins de prévention et les inspecteurs au travail. C'est bien, mais c'est pas les avocats des clients, les médecins. Non, mais attendez, laisse-moi finir. Et donc, ces procédures, c'est une procédure de test, si on peut l'appliquer, et on peut être en marche ou pas l'appliquer. C'est vrai que c'est un peu tangentieux. Mais bon, si on met rien en place sur ces procédures-là, tu peux te retrouver avec des autres problèmes autres. C'est-à-dire que si le gars a bu ou un comportement un peu agressif, tu peux te retrouver sur d'autres problèmes aussi. Et comment tu les pallies alors? Là, on a mis une procédure avec les agents, les syndicats et compagnie en place, qui existe dans beaucoup de fonctions publiques ou d'autres boulots. Oui, mais ce n'est pas reconnu par le monde public. Je pense que c'est un plus quand même d'accompagnement des agents. Je pense que ça, il faudrait le montrer quand même à un juriste un peu plus pointu. Moi, je pense que beaucoup de juristes ont déjà vu ce genre de document. On peut le montrer. oui, je vais laisser cette question aussi à Mme Verne parce que franchement, c'est un nouveau terme, hein, trouble de comportement. On ne peut pas dire alcoolisé, on ne peut pas dire parce que les troubles de comportement, c'est pluriel. Et je vais laisser Mme Verne répondre parce qu'on a travaillé justement à ça sur un protocole très précis. Oui, peut-être que Stéphanie, avant, je peux peut-être un petit peu intervenir. On peut parler éventuellement de troubles de comportement perturbateur, par exemple. C'est moins, on qualifie moins ce terme-là. Par exemple, ça a moins une connotation médicale. Sauf que ça ne perturbe pas toujours. Et du coup, on se retrouve dans une autre difficulté pour mettre en place la procédure. Voilà. Non, mais on a vraiment réfléchi là-dessus. Mais Mme Verne, vous voulez intervenir, c'est intéressant. Oui, très simplement, il est clair que la sémantique est précise puisqu'elle renvoie à un champ de droit. C'est pas de la sémantique, du coup, c'est du droit. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, du coup, c'est vrai qu'on était parti sur autre chose, quelque chose de beaucoup plus clair, notamment comportement alcoolique ou sous l'emprise de substances illicites, etc. On est parti là-dessus. En réalité, comme nous avons travaillé de concert avec le CDG, il n'y aurait pas qui est assez rempli de juristes et qui envoie le conseil auprès de nous de façon quotidienne. Et nous avons travaillé également avec l'ACFI. C'est elle qui nous a fait modifier notre sémantique un peu trop directe. Nous, ce qu'on voulait avec cette affaire-là, c'est donner un outil au chef de service qui se trouve devant des situations parfois, c'est théorique, qui se trouverait devant une situation un peu particulière, avec le refus de la personne de faire un test, parce qu'il y a bien ça qui nous permet de savoir si la personne est alcoolisée. S'agissant d'autres substances, on ne serait pas amené à être outillé pour le faire. Donc en réalité, ils sont venus nous assister sur la façon la plus encadrée qui soit dans le champ juridique qui s'applique pour que le chef de service ait un outil pour activer sa sécurité, la sécurité de l'agent et la sécurité de l'ensemble de son équipe et pouvoir agir selon des modalités, selon que la personne est coopérative ou pas, selon qu'elle est volontaire ou pas, mais je parle là d'un état conscient ou pas. Donc c'est très très large en fait, et c'est pourquoi ils nous ont orientés sur cette appellation trouble du comportement. Quand en réalité le trouble, c'est dès lors qu'il n'est plus dans une norme sur laquelle on s'entend tous, et de façon non écrite. Donc à partir de là, le trouble est difficile à définir. On est parti du principe que le trouble, c'était celui qui allait potentiellement altérer la sécurité de l'agent ou des autres agents et qu'il fallait intervenir. Donc c'est vraiment un outil, dans un premier temps, qui est là, qui a le mérite d'exister puisqu'ils étaient un peu démunis quand c'est arrivé de rares fois. Et on a travaillé vraiment de concert avec cette équipe. Sans quoi nous on était partis
voilà, sur des choses beaucoup plus... Je comprends qu'il n'y ait pas d'erreur dans mon propos. Moi, je comprends bien que on défend les agents, on défend les responsables, il faut aussi défendre la collectivité. Et là, le problème, c'est que normalement, un règlement intérieur, il se base sur le Code général de la fonction publique. Or, cette notion n'y existe pas. La notion de commune voie, ça n'existe pas. Et les décrets relatifs au temps de travail, télétravail, hygiène, sécurité, c'est flou aussi. Donc là, on est dans le flou juridique. Et justement, le fait qu'il y ait une erreur juridique sur un truc qui n'existe pas, c'est dangereux. C'est dangereux. Il faudrait arriver à trouver quelque chose qui existe. Parce que si ça n'existe pas, on va se faire démonter par le premier avocat qui passe. Voilà. Donc après, on n'ira pas contre, on va s'abstenir sur ce truc-là. Mais moi, je passe pour protéger la commune. C'est dangereux de ne pas plus verrouiller le truc que moi, je pense que des outils, il en faut. Et qu'à partir du moment où on a travaillé avec quand même un organisme qui est le centre de gestion départemental, le CDG13, qui a à son sein des juristes, c'est pas nous qui l'avons inventé, le modèle de conduite à tenir. On travaille avec les médecins, on a travaillé avec la FIM, on se garantit quelque part, et tout le temps on le fait lire aux juristes du CDG pour pouvoir avoir un outil au cas où on ait des troubles de comportement, puisque ce qu'on avait dit dans un premier travail, en mettant produits licites, alcool, etc., était trop direct. Ben nous, je veux dire, on appelle un chat, et si un agent est alcoolisé, on peut le voir, on le sent, il peut être perturbateur ou pas. Ben voilà. Mais donc, on a été ramené vers ça, parce qu'on était un petit peu trop direct. Donc voilà. Donc quelque part, c'est pour ça que franchement l'annexe 2 sur le modèle de conduite à tenir pourra vraiment aider nos chefs de service lorsque les cas se poseront, et l'afficher dans un règlement intérieur aux agents peut être aussi un signe ça existe dans le règlement intérieur, voilà, on n'est pas libre de prendre ce qu'on veut à n'importe quel temps de la journée, surtout lorsqu'on est dans ses heures de travail. Non, mais ne vous trompez pas sur mon propos. Je vous dis juste que justement, ça n'existe pas juridiquement. Alors on le met, mais c'est dangereux. Moi, je vous alerte. Je prendrai un peu plus de temps, peut-être un trimestre de plus. C'est pas grand-chose pour blinder ça juridiquement. Et puis voilà, je comprends la démarche, mais je ne mettrai pas en péril la responsabilité de la commune sur ça. Après, voilà, vous n'avez pas assisté dans ce temps de travail au travail qu'on a pu faire. Je suis ouvert, si vous voulez m'inviter, ça ne me gêne pas. Je rappelle, M. Caron, vous êtes dans l'opposition quand même. On peut parler de démocratie participative. Oui, mais on peut ouvrir les choses, c'est possible aussi. Vous n'avez pas été trop dans cet axe-là jusqu'à présent. Donc, ça, c'est vous qui le dites. Bon, on connaît. 24 ans. Je vais faire une remarque un peu plus anodine. Il y a une erreur d'écriture de calcul, page 15 des annexes. À la ligne temps de travail annuel, il fallait écrire 228 et pas 2258 x 7 pour avoir le temps de travail annuel. Page 15 du fichier PDF des annexes. La ligne temps de travail annuel. D'accord, bon, mais on va vérifier ça. Il faut écrire 228. Et pas 2258 x 7. On le vérifie? Oui, on vérifiera. Alors après, j'attends pas de réponse, mais on fait des calculs, voilà. Ça fait 1596 heures, et puis pouf, on arrondit à 1600.
je dirais 4 heures. Voilà. Et concernant cette délibération, moi je vais m'abstenir parce qu'il y a un débat et c'est vrai que les mots ont une importance et je n'arrive pas encore à prendre position, j'ai pas assez de données. Voilà. Très bien. Donc, on va vérifier ça au premier calcul. Donc, il faut bien arriver aussi des erreurs à ce niveau-là. Et on passe au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, abstention de l'équipe de M. Faro et Mme Fatima. Très bien. Vote à la majorité. Alors, je vais passer la parole à Gérard Verroutier pour une convention classique de Provence-en-Seine. Oui, je répète chaque année la même chose, mais le partenariat culturel avec le conseil départemental s'appelle Provence-en-Seine. Il est justement intéressant sur le tarif déjà. Il est intéressant aussi pour les artistes qui sont aidés par le conseil départemental. Je vais rappeler simplement les points les plus importants de cette convention. Cette convention s'applique bien sûr aux communes de moins de 20 000 habitants. Les tarifs pour les communes de moins de 20 000, c'est 50%. On paye la moitié. On choisit sur un catalogue qui s'appelle Provence-en-Seine, qui est directement accessible sur le site du département. C'est plafonné à 10 spectacles maximum et on ne pourra pas dépasser sur l'année 17 000 €. Voilà. On va en savoir peut-être un peu plus. En détail, j'aurais dit la même chose, ça suffit. C'est bon, Charles? Oui, je vais raconter les questions. Bon, alors, Une précision que tu as dit, ce dispositif est très important parce qu'en fait il permet de rémunérer les artistes à la hauteur de leur travail. Contrairement à quand on programme des spectacles directs, parfois ça se négocie, on sert les prix avec les artistes. Là, c'est un dispositif qui est vraiment très bien pour les artistes, voilà, parce qu'ils sont vraiment à la hauteur. Donc c'est important, il existe depuis longtemps. Et donc là, c'est vraiment un dispositif très pertinent pour les artistes. Au-delà même de l'intérêt pour la commune de payer moins cher, mais d'abord pour les artistes. Vous avez disponibilité aussi juridiquement, c'est important aussi. très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi j'ai lu la convention et donc c'est Rodolphe qui élabore le programme, qui choisit le spectacle. Donc je ne vais pas du tout à toutes ses compétences puisque la programmation culturelle de Malmort est très appréciée. Mais comme l'a dit Dimitri, j'aime bien le participatif. Et donc ça serait pas mal, un comité culturel rassemblant des élus, orchestré par Rodolphe et avec les citoyennes pour la programmation. Voilà. Alors c'est une question effectivement de Thierry, il y a une semaine, qui m'a posé la question. Aujourd'hui, ça marche pas? Aujourd'hui, c'est vrai que c'est Rodolphe, avec quelques personnes, qui nous propose des spectacles. Mais il y a aussi, donc, on fait la quinzaine italienne, par exemple, c'est tout le comité qui choisit. C'est quand même ouvert, on laisse pas, c'est pas fermé, on peut toujours participer. Il y a des choix qui ont été faits d'ailleurs, que je vois Philippe là-bas, qui ont été faits par Philippe sur Provence-en-Seine, par exemple. Voilà. très bien. Donc, oui, la quinzaine italienne avec le comité de jumelage et le choix de la culture avec la commission interne culture. On a noté les remarques. Donc, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et donc, vote à l'unanimité. Merci. Je passe la parole pour le numéro 11 à Julica Malin. Bonsoir à tous. Donc, il s'agit du SNE, donc c'est l'accès au système national d'enregistrement pour les demandes de logement social.
renouvellement de la convention signée avec l'État. Donc, à ce titre, une convention entre la commune et l'État a été signée en 2018 pour une durée maximale de 6 ans, devant être renouvelée. La préfecture sollicite donc la signature d'une nouvelle convention relative au SNE, accompagnée de la charte régionale unique en vigueur dans les Bouches-du-Rhône. Pour rappel, le SNE, c'est un système sécurisé qui permet d'enregistrer des demandes, de délivrer un numéro d'enregistrement et d'assurer le suivi de la demande. Il s'agit d'un outil de simplification des démarches. Après avis de la Commission Affaires institutionnelles du 16 septembre 2025, il est proposé aux membres du Conseil municipal d'approuver le renouvellement entre la commune et l'État de la Convention fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre du système national d'enregistrement de demandes de logement social pour une durée de 1 an, tacitement reconductible sans pouvoir excéder une durée maximale de 6 ans. D'autoriser Madame le maire, ou son représentant, à signer la dite convention, ainsi que tout document afférent à la présente délibération. De confier à nouveau la mission au centre communal d'action sociale de la commune. Très bien. Voilà, c'est une délibération nécessaire, un renouvellement. Est-ce qu'il y a des questions? Je sais que Thierry, en commission urbanisme, a demandé la transmission d'un dossier, parce que lorsqu'on a ce type donc, de système d'enregistrement des demandes de logements sociaux, du coup on peut avoir des analyses, à savoir pourquoi les personnes demandent un logement locatif social. Est-ce que c'est une prise d'emploi, est-ce que c'est une décohabitation, etc. Et donc, j'ai trouvé ce type d'analyse au niveau de la métropole, qui indique donc en pourcentage pourquoi on remplisse cette demande. Et donc Virginie a dit que ça existait sur Malemort, ces analyses. Est-ce qu'on peut transmettre donc ces analyses? Alors, je n'ai pas connaissance du fait qu'il y ait des analyses sur la commune. Néanmoins, nous sommes le bureau enregistreur ici au niveau de la commune. Pour tout ce qui est des données confidentielles sur le SNE, elles sont accessibles effectivement aux gens de la commission du CCAS, donc c'est confidentiel. Je ne parlais pas obligatoirement de raisons confidentielles. Ça va quand même chercher dans les données confidentielles, parce qu'on parle d'une personne, pourquoi elle veut changer de logement, pourquoi elle fait une demande de logement, quelles sont ses motivations. Sur la métropole, il y a par exemple indiqué pour tant de demandes, il y a 7% de demandes qui correspondent à un logement indigne, etc. Des informations. On n'a pas d'indicateurs qui sont repris au niveau du SNE de ce type-là. Néanmoins, si on devait le faire, ça resterait, comme je vous l'ai dit, au niveau du CCAS, car on prendrait ça comme des données confidentielles. Non, mais ta réponse est tout à fait juste. Madame Diane? Non, je laisserai répondre. Oui, pardon. La responsable du service. Madame de Baron. Bonsoir. En fait, au niveau du CCS, on est juste un bureau enregistreur, on ne fait pas le relevé des données. Donc, l'agent qui va remplir sur le SNE, il n'a pas une remontée de données, elle va juste remplir pour la personne qui fait la demande de logement social. Donc, je parlais au niveau de ce système SNE. Oui. Mais pas au niveau du CCAS. C'est le CCS qui s'occupe de... Là, comme vous voyez dans la délibération, vous missionnez le CCS pour faire le bureau enregistreur. Donc en fait, on va enregistrer les données, mais on ne peut pas relever on n'a pas d'indicateur, on ne peut pas relever les indicateurs, on a juste l'autorisation, l'habilitation d'enregistrer. Vous avez compris? Habilitation à la commune. Peut-être une précision, si la métropole fait ce type de travail, il faut leur demander s'ils peuvent extrapoler sur la commune d'Allemagne, soit les informations sont suffisantes pour Malmort et sont représentatives, soit c'est une analyse globale et si ça, ce sera peut-être pas pertinent sur Malmort. Mais eux, s'ils ont les données à l'échelle métropole, ils peuvent faire un extrait sur Malmort avec des données confidentielles. Il suffit de leur demander. Ou pas.
si de fonds par commune, qui a fait des documents au niveau du PLH, des choses scientifiques qu'on peut obtenir. J'entends vous dire, je suis assez étonnée, c'est vrai que nous, initialement, le fait de faire cette demande, c'est surtout pour être un bureau enregistré ici au niveau de la commune, afin que les personnes qui n'ont pas ne serait-ce qu'Internet à la maison puissent venir justement ici en mairie pour enregistrer leur demande. C'est surtout ça, la motivation première. D'accord, un accompagnement. Très bien. Donc, est-ce qu'on peut passer au vote de ce rapport numéro 11 ? Qui est contre? Qui s'abstient? Et donc, le vote à l'unanimité. Merci à vous. Alors, on a parlé justement en début de séance de la charte signée pour l'élus. Donc, en fait, pour la protection des élus et dans le cadre des conflits d'intérêts, je demanderai à Sylvain Castagnier de bien sortir pour ce rapport numéro 12 et il ne participera pas au vote. Et par contre, je donne la parole à Zulika Lamalan pour ce rapport. Merci. Donc, il s'agit de l'approbation d'une garantie d'emprunt à Pays d'Aix-Habitat Métropole pour le financement d'une opération de construction neuve de 10 logements locatifs sociaux sur la résidence La Ferrage, située avenue de Craponne, au Clos des Maraîchers. Donc, pour rappel, c'est la création de logements locatifs sociaux qui constitue l'un des volets de la politique du logement développé par la commune. Manon est engagée dans un objectif triennal de rattrapage de production de logements locatifs sociaux fixé dans le cadre de la loi Solidarité et Renouvellement urbain. Dans le cadre de ses compétences en matière d'action en faveur du logement, la commune est sollicitée pour accorder une garantie d'emprunt destinée à financer une opération de construction neuve réalisée par Pays d'Aix-Habitat Métropole pour 10 logements locatifs sociaux sur la résidence La Ferrage, située avenue de Craponne, au Clos des Maraîchers. Donc, le promoteur AIC Provence a obtenu le 29 mars 2024 son permis de construire pour la construction de 20 logements avenue de Craponne, au Clos des Maraîchers, dont la moitié en locatif social. Donc, le Pays d'Aix-Habitat Métropole a acquis en VFA, donc vente en état futur d'achèvement, de 10 logements locatifs sociaux. Ces logements sont composés de maisons en bande accolées, de 2T3, 5T4 et 3T5. Les travaux ayant débuté, il est prévu la livraison en fin d'année 2026. Le financement de l'opération est assuré par le contrat de prêt 173 543 constitué de 6 lignes de prêt souscrits après de la Caisse des dépôts et consignations pour un montant total de 1 725 056 €, comme détaillé ci-dessous. En conséquence, Pays d'Aix-Habitat Métropole sollicite la garantie auprès de la ville de Melmort à hauteur de 50% pour chaque ligne de prêt, les 50% restants étant sollicités auprès de la métropole Aix-Marseille-Provence. En contrepartie de la garantie, la commune bénéficiera de logements réservataires supplémentaires. La présente garantie est sollicitée dans des conditions fixées ci-dessous. Donc, vu l'article L2252-1 et L2252-2 du Code général des collectivités territoriales, vu l'article 2305 du Code civil, vu le contrat de prêt numéro 173 548 en annexe signé entre OPH Pays d'Aix-Habitat Métropole, ci-après l'emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations. Après avis de la commission d'urbanisme du 15 septembre 2025, il est proposé aux membres du conseil municipal d'accorder sa garantie à hauteur de 50% pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 1 725 056 €, souscrit par l'emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt numéro 173 548, constitué de 6 lignes de prêt. La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en principal de 862 528 €, augmentée de l'ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de prêt. Le dit contrat est joint à l'annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. De préciser que la garantie est apportée aux conditions suivantes. La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci, et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité, après application de la quantité garantie, étant entendu que la garantie
entendu que la garantie de chaque garant est due pour la totalité du prêt à hauteur de sa quote-part, soit à hauteur de 50% pour le cas présent. Sur notification de l'impayé par lettre recommandée de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'emprunteur pour son paiement en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. D'engager que la commune, pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin des ressources suffisantes pour couvrir les frais, les charges du prêt, d'autoriser Madame le maire ou son représentant à signer tout document relatif à l'application de la présente délibération. Merci. Voilà, donc est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport de M. Faro? C'est rigolo, j'ai l'impression de revenir quelques mois, quelques années en arrière, du temps de M. Samblin. On avait déjà ce débat, je crois. Donc la commune souhaite accorder une garantie de 50% sur 1 725 000 euros, soit 862 528 euros au total. Donc en cas de défaut de l'organisme, la commune devra se substituer pour payer sans pouvoir opposer un manque de ressources. C'est la clause qui est explicite dans la délibération. C'est une prise très lourde pour la commune, qui est de taille modeste, on n'est pas une banque. Donc on aurait aimé avoir quand même dans la délibération que ce soit précisé l'impact sur le budget communal si jamais la garantie devait être activée. Donc ça c'est un premier point. Le deuxième c'est est-ce qu'on pourrait avoir un état des engagements existants pour les emprunts de même type sur la commune. Sans cet état des lieux, pour nous, le vote n'est pas éclairé. Donc il y a un risque de budgétisation insincère. Deuxième chose, donc, la délibération stipule que la commune s'engage à payer sans bénéfice de discussion et sans jamais opposer les ressources. Ça nous pose un gros problème, sachant que la Chambre régionale des comptes a déjà considéré ce genre de clause comme étant abusive. Donc, pourquoi maintenir ce genre de clause ou ne pas en trouver une autre moins dangereuse pour notre commune? Et enfin, j'aimerais savoir si on obtient des logements réservataires supplémentaires, combien exactement, selon quel quota et pour quelle durée. Voilà. J'attends mon réponse. Merci. Très bien. C'est vrai que c'était une question récurrente de M. Sambin à l'époque où il était là sur ces garanties d'emprunt. Je rappelle qu'on est sur des garanties d'emprunt pour le logement social. Donc avant d'engager la commune, et la commune n'est pas engagée là-dessus, on a quand même des étapes différentes de protection sur ces différentes garanties d'emprunt pour la commune. Donc je vous dis clairement que la commune n'a pas de risque là-dessus à partir du moment où on est sur ces garanties d'emprunt en logement social et que bien en amont, il y a bien entendu des process qui font que tout est protégé par rapport à ça. Concernant le tableau existant, oui, Madame Vergne, vous l'avez déjà dit, vous avez ce tableau dans le compte administratif et il est très précisé que exactement les garanties d'emprunt que la commune a fait là-dessus, donc c'est en annexe de ce compte-là, et c'est toujours des sommes à 0,0 et quelques pourcents, donc qui ne mettent pas en péril la commune. C'est clair qu'il faut bien le préciser. Concernant le nombre de logements, bon, il n'y a pas de durée, hein, le nombre de logements c'est pour toujours, et c'est notamment au niveau de l'attribution. Je rappelle que ces attributions, on travaille vraiment en bonne intelligence pour avoir les attributions lorsqu'il y a la 50% de la métropole. Donc la métropole a aussi son engagement dessus et il y a un engagement au niveau de la métropole pour basculer ces attributions de logement à la commune. Ensuite, le bailleur social, le bailleur avec qui on travaille, est aussi dans cet axe-là pour le redistribuer à la commune. Et là, donc, une partie à la commune
sur 10 logements, c'est de l'ordre de 1 logement supplémentaire, hein, c'est jamais beaucoup plus. En tout cas, sachez que par contre, lorsque les syndicats pourraient vraiment l'aborder, le travail qui est fait par notre CCAS et les élus au social, que ce soit Zulika Lavalin ou Virginie Artero, il y a un gros travail de collaboration pour que tous ces logements soient vraiment récupérés par notre liste importante de demandes de logements sociaux avec les critères qu'on a imposés. Et maintenant, on a mis en route aussi au niveau préfecture sur ceux qui relèvent du LAMO de pouvoir placer aussi les Malversés là-dessus. Donc voilà ce que je peux répondre à toutes vos interrogations, mais je tenais surtout à vous rassurer que quand on prend ces garanties d'emprunt, 50-50, non, la commune ne met pas en péril ses finances, bien certainement, sinon on ne pourrait plus le faire. Juste une petite question, alors s'il n'y a pas de risque, pourquoi est-ce que ça existe? Eh bien parce que c'est lié en fait au logement social et à un encadrement avec la Banque du territoire, etc., de mettre en place ces... Est-ce que le risque zéro n'existe pas? Vous n'allez pas dire ça à l'assureur qui sait très bien que le risque zéro n'existe pas, sinon on ne garantirait pas ce genre de choses. Donc je vous ai entendu dire qu'il n'y avait pas de risque, c'est faux. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de risque, le risque c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Mais en tout cas, il y a des process et des étapes qui protègent la commune aussi sur ça, parce qu'on est dans le logement social. J'entends bien qu'il y a des étapes. Par contre, si on en arrive à cette étape, j'ai bien vu qu'il n'y a plus rien qui nous protégerait, puisqu'il y a une clause qui dit très précisément qu'on ne pourra pas négocier. Il n'y aura pas de discussion. On n'y est jamais arrivé, mais si en cas de crise grave, je pense qu'on peut y arriver. Après, j'entends vos réponses, mais elles ne nous satisfont pas. Merci. Merci. Oui, j'ai vu sur ce projet que la commune a signé dans le contrat de mixité sociale, sur ce projet, 20 logements locatifs sociaux. Donc là, déjà, cet engagement n'est pas respecté. Si on regarde la page 91 des annexes, on voit que sur la commune, la plus forte demande est sur des T2 avec 69 demandes et très peu de demandes sur des T5. Or, si on descend à la page d'en dessous, sur ce projet, aucun T2 n'est produit et par contre, le promoteur propose 3 T5. Donc, je trouve que ce projet n'est pas en adéquation avec les besoins de la commune. Déjà, par rapport à ce à quoi on s'était engagé, il y a déjà 10 logements locatifs sociaux en moins. Par ailleurs, effectivement, moi, je trouverais rassurant, même si on a bien compris que vous travaillez au niveau du CCS en bonne intelligence lors des attributions des logements, ça serait quand même rassurant que soit indiqué le nombre de logements réservataires sur la convention. Et par ailleurs, c'est bien d'évoquer Emmanuel Sambin qui demandait effectivement à chaque fois combien il y avait de garanties qui étaient donc signées par la commune pour savoir un petit peu où on allait. Moi, je suis allée voir le montage financier. Ce qui m'effraie, c'est la durée de ces prêts, c'est-à-dire 40 ans, 60 ans. Comme disait Coluche, quand on a fini de payer, les ruines sont à nous. Donc, moi, je voterai contre parce qu'il me semble qu'on apporte beaucoup aux promoteurs. Comme je l'ai indiqué, on accepte qu'ils ne fassent plus 20 logements sociaux. Il me semble me rappeler qu'il y a eu aussi une délibération où il y avait une aide financière. On accepte aussi qu'ils ne répondent pas complètement aux besoins exprimés par les habitants. Je trouve qu'on fait trop de cadeaux aux promoteurs. Juste une petite précision avant que tu répondes, c'est même jusqu'à 60 ans. Oui, j'ai vu qu'il y avait 60 ans. C'est assez hallucinant.
Donc j'ai bien entendu Muriel ce que tu as dit. Alors concernant les typologies, donc du coup en fait c'est en fonction de Madame le maire tout simplement, mais c'est aussi du listing que l'on a à disposition à ce moment-là. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que ce programme-là qui sort de terre, donc du coup il y en a d'autres, donc du coup en fait il faut mettre une cohérence entre tous ces programmes. Donc on ne peut pas sortir que certaines typologies à certains endroits, donc on essaie de faire de la mixité. Tu relèves que ici il y a trop de T5 à ton sens par rapport au listing. Or, je te dis que non. Donc, du coup, à l'heure d'aujourd'hui, nous avons beaucoup de demandes de T5. Il faut savoir que comme son programme est sorti de. Enfin, il est décidé et le moment où il sort de terre, il se passe beaucoup de temps. Donc, du coup, la demande évolue aussi. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, par rapport à il y a quelques temps, déjà les demandes de T5 ont évolué. Il y en a beaucoup plus. Donc, comme les T2, comme les T3, comme les T4, on a davantage de demandes. Donc, en fait, il faut essayer d'y répondre au maximum. Oui, tout à fait. Voilà, la réponse du week-end, il faut la voir non pas sur un programme, mais sur son ensemble. Et si on vous rejoint, en effet, c'est la construction, quoi. Hein. Les prêts qui sont très allongés, les fiducies du BTP pour Arena des constructions. Si on a fait évoluer ce programme, c'est parce qu'on a travaillé avec eux. Sur ce qui était possible et ne pas non plus. Alors oui, il y a eu un accompagnement en effet pour ce programme-là. Quand on est passé en effet de 20 logements à 10, parce que c'était du logement social, et là c'est nous qui sommes intervenus parce qu'on veut être dans de la mixité. Et là-dessus, on a ici été entendus. Et comme ce sont des maisons en bande à coller, c'est vrai que voilà, c'est difficile de faire des petites maisons avec des T2, donc sur du T3, T4, T5. Et on a aussi une logique que les T2 sont un peu plus proches du centre-ville et T3, T4, T5 à l'extérieur. Là, on est à Vélé-Craponne, nous a semblé, même si c'est pas très loin, et que c'est un beau programme en tout cas, qui avance bien, qui est pratiquement terminé, qui tiendra sa promesse d'être dans ces typologies-là, qui correspond aussi à notre grande demande, des listes qui s'allongent de gens qui ont besoin et qui sont éligibles au logement social. Et concernant du coup dans un deuxième temps, tu as parlé des réservataires, de connaître les réservataires dès le début du programme. Or, ce n'est pas possible, c'est un mode de fonctionnement qu'ils ont. On ne connaît les réservataires qu'à quelques mois de la livraison. Donc c'est à ce moment-là qu'on définit les réservataires. Donc du coup, on sait en fait le nombre de logements qu'on aura pour nous, communes, sachant que bien sûr, on travaille en partenariat avec la métropole, avec la préfecture, et ils nous laissent la main malgré tout sur ces logements-là. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, on passe au vote. Et si après le vote, on rappellera Sylvain. Qui est contre? Alors, contre l'équipe de M. Farot et Mme Taton. Qui s'abstient? M. Boucher s'abstient. Donc, le vote à la majorité. Je vous remercie. Tu peux rappeler Sylvain, Roxane? Merci. On vous attend. Juste présenter, mais Vincent attendra que tout le monde revienne, le numéro 13 par M. Vincent Babel. Merci. Donc, pour ta connaissance, un vote à la majorité. Donc le rapport numéro 13, acquisition à titre gratuit de la parcelle cadastrée D1241 située avenue Joliot-Curie, appartenant à la société Lidl. Donc en 2020, grâce à l'emplacement réservé numéro 13, la commune a réalisé une voie douce piéton-vélo depuis la résidence de la confrérie jusqu'à l'impasse Georges Sand. Toutefois, le faute de maîtrise foncière, un tronçon est encore manquant au sud, entre l'impasse Georges Sand et le rond-point Millebouquet. À ce jour, donc, le dit foncier appartient donc à Lidl, qui est favorable à le céder à la commune. Cette acquisition va être l'occasion de continuer la voie douce jusqu'au Lidl. Plus globalement, la continuité de ce parcours cyclo-piétonnier
répondra aux besoins de la mobilité pour les élèves du collège qui sera déplacé à proximité du Lidl. Cette acquisition revient donc d'un intérêt général. En l'occurrence, il s'agit pour la commune d'acquérir à l'amiable la parcelle cadastrée D1241 d'une contenance de 788 m². Il est convenu entre les parties par courrier du 1er août 2025 que l'emprise totale sera cédée à titre gratuit à la commune, charge à la commune de s'acquitter des frais d'acte notarié. Donc après avis de la commission urbaine du 15 septembre 2025, il est proposé donc aux membres du conseil municipal d'approuver l'acquisition, d'indiquer que les frais liés à la présente acquisition sont à la charge de la commune et d'autoriser Madame le maire ou son représentant à signer l'acte ainsi que tous les documents y afférents. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions sur ce délibération? Oui, oui, comme ça a été indiqué, ça va permettre de terminer cette piste cyclable jusqu'au rond-point de Médiquet. Par ailleurs, demain matin, il y a une réunion métropolitaine sur le plan local de mobilité. Je voudrais savoir quel agent communal et quels élus représenteront la commune. Sur cette question importante donc, de mobilité pour la commune, on aurait pu imaginer un groupe de travail préparatoire à cette réunion. Je pense en particulier à la desserte en transport en commun, en bus, la desserte d'Erex avec la ligne 287. Donc je voulais savoir par qui sera représentée la commune à cette réunion métropolitaine de l'Est. Ce n'est pas le sujet de la délibération. Sachez que nous sommes mobilisés sur ces réunions, que la métropole informe les techniciens, et j'ai vu des échanges de courriers parce que la parole citoyenne souhaitait y participer. La réponse a été que ce n'était pas le temps et qu'il y aurait une concertation avec les associations. En tout cas, nous sommes en ordre de marche là-dessus et bien entendu, il est prévu un élu à cette réunion qui plus est à Sénat, et on prend toute l'ampleur de en effet ce plan de mobilité à travailler avec nous. Voilà. Je pense que c'est aussi important d'associer les agents communaux, enfin un agent communal qui sera en quelque sorte le madame ou monsieur vélo. Enfin, ça apporterait une dynamique également à côté des élus. On est là-dessus, on est inscrit, on a des élus engagés là-dessus et ils seront présents à la réunion, ne vous inquiétez pas. D'autres questions? Ok. Pas de questions. Donc, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et donc, unanimité pour la session gratuite de cette portion pour piste cyclable. Le numéro 14, c'est aussi M. Vincent Barat qui le présente. Donc, le numéro 14, c'est l'approbation d'une convention de cession de voirie entre la métropole Aix-Marseille-Provence et la commune de Malmort. Donc depuis le 1er juillet 2023, la métropole d'Aix-Marseille-Provence a récupéré les ex-RD situés en agglomération. À ce jour, elle propose à la commune de Malmort de reprendre les voies avenue de la Fontaine, avenue Charles de Gaulle, avenue du Frère Portement, cours Victor Hugo et place Raoult-Coustet, la Grande Rue et la rue Fernand-Auriol. Donc en effet, au titre de l'article L 3112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, les biens des personnes publiques qui relèvent de son domaine public peuvent être cédés à l'amiable sans déclassement préalable en une autre personne publique. Donc les dites voies départementales constituent un maillage de proximité et représentent essentiellement des caractéristiques de rue. Ils répondent à des enjeux urbains affirmés et non à des axes d'intérêt métropolitain. C'est pourquoi la métropole et la commune se sont accordés pour que ces voies reviennent à la commune. Pour rappel, la commune a pu intégrer l'avenue Joliot-Curie de la voirie communale depuis le 27/02/2025. Donc il y a un plan de situation qui a été annexé à la délibération. Les objectifs d'intérêt général poursuivis pour ce transfert. Donc c'est assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux d'aménagement de voirie en vue de requalifier la création de voies douces et d'améliorer en règle générale la sécurité des riverains et conserver une gestion de proximité de ces voies. Donc après avis de la commission urbanisme du 15
septembre 2025. Il est proposé aux membres d'approuver la cession sans déclassement préalable à titre gratuit des voies ex-départementales listées tout à l'heure, d'autoriser Madame le maire à signer la convention avec le dossier relatif et de décider que le futur tableau du classement des voies communales intégrera ces voies. Des questions ? Des questions, oui. Pardon. Monsieur Farron. Je voulais savoir s'il était prévu une compensation financière eu égard à l'entretien notamment de platane qu'il va y avoir, qui est quand même très coûteuse et qui jusqu'à présent est assumée, me semble-t-il, par la métropole. Par le département, pardon. Alors, non, c'est vrai que je pense que le conseil municipal qui n'était pas là et la question avait été posée. En fait, dans ces rétrocessions de voies, c'est déjà une régularisation du département et ça n'avait pas été fait à l'époque. Beaucoup de voies étaient départementales alors qu'elles étaient communales. Et ensuite, le département a transféré à la métropole. Donc, lorsqu'on redemande que ces voies ex-départementales et métropolitaines reviennent à la commune, pour nous, c'est pour des intérêts, en fait, de facilitateurs au niveau urbanisme et de la complexité de travailler encore sur des voiries qui seraient métropolitaines alors qu'on intervient en permanence sur ces voies-là. Donc la loi MACTAM, en fait, demande à ce que ces transferts se fassent sans contrepartie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on pouvait très bien les laisser départementales ou métropolitaines, mais où la commune a cette demande en métropole de récupérer des voies, on récupère tout sans contrepartie financière. D'ailleurs, il n'y a pas de clé sur les voiries, puisque la compétence voirie est revenue aux communes. Ça, c'était dans la loi NOTRe et dans l'intervention de la loi NOTRe 2023 sur les communes devaient faire le choix de est-ce que vous récupérez la voirie ou est-ce que vous la récupérez pas. Donc cette compétence voirie, on l'a récupérée et à partir du moment où on est là-dessus, eh bien, on récupère certes ces voies, mais il n'y a pas de transfert financier sur... Allez, un feu, oui, mais nous, on fait un concours pour les travaux avec un état des lieux, mais particulier, mais pas sur ces voies-là, en tout cas. Donc l'entretien des espaces, il va revenir à la commune. Donc ça va avoir un coût quand même, parce que c'est pas négligeable. Donc, 180 € par an. tous les 4 ans au niveau de la taille. On l'a affiché. 180 € par an, tous les 4 ans. D'autres questions? Oui, oui, c'est bien tout ce cheminement que vous avez raconté, il est partout dans la métropole, donc il est bien que ces voiries, effectivement, qui sont internes à l'agglomération, soient gérées donc, par la commune. Et donc il va falloir s'occuper de ces voiries qui, pour certaines, sont en mauvais état. Ça n'empêchera pas, lors de projet, de demander des subventions. Oui, bien sûr. Voilà. Alors je me posais une question dans ce plan. Qu'en est-il de l'avenue des Alpines? Elle est déjà dans le giron de la commune? C'est une question. C'est une question qu'il faudra que je creuse, mais je pense que les Alpines, oui, c'est à nous et qu'on avait prévu une demande de subvention quand on l'avait mis en sens unique avec une voie. Comment est-ce que c'est? Les Alpines, c'est les continuations oui, Alpille et Alpine. Non, c'est la continuité de Craponne. Et ça n'a pas été redonné parce qu'il y a pas redonné. Encore récupéré, non mais Craponne aussi, parce qu'il y a une partie métropolitaine qui est par rapport à l'économie, mais l'autre partie va revenir aussi à la commune. Oui, mais on est peut-être dans une deuxième phase où tout n'est pas encore rétrocédé.
C'est pour ça qu'on a été géobiopuriste, parce qu'on avait besoin par rapport. Et là, on a dû partir sur les alpines ou alpines, sont quand même des voies communales, j'estime. Oui, il me semble que la ligne des Alpines était effectivement une voie communale. On n'avait pas fait les travaux, mais c'était pas plus mal vu les chantiers qu'il y a eu sur le secteur. Ce serait peut-être bien de disposer, si on se pose un peu des questions sur voirie communale, métropole, département, de faire un plan un petit peu à jour, parce que les plans qu'on a là, par exemple, on remet la dénomination des routes départementales qui sont des routes métropolitaines. En plus, je dis que l'entretien, des platanes, c'était le département, mais comme c'est des voies métropolitaines, c'est pas le département. C'était pas le métropole. C'était le département qui gérait encore. C'est le département. La métropole a jamais repris officiellement ces voies. D'accord. Donc ce serait peut-être bien de supprimer à un moment donné toutes ces références aux routes départementales. Ouais. Parce que c'est plus rapide. Et je pense que, je ne sais pas si ça a été fait, mais d'avoir un plan communal qui permet d'avoir une dénomination précise des voies avec la bonne intitulée, ce ne serait pas du luxe. Je pense qu'au niveau du service urbanisme, en effet, à mesure, il construit sous plan, et que même pour nous, on a tellement eu de confusion. Qui aurait dit que la place Raoult-Coustet était toujours départementale, la rue Poriol aussi, puisqu'on y prend des arrêtés, voilà. Donc oui, c'est des régularisations à faire, et tu as tout à fait raison, ce plan mérite d'apparaître, et on réglera les dernières routes qui ne sont pas encore, mais qui ne doivent pas élaborer ici. Et dernière chose, est-ce qu'on sait sur ces voies si la métropole a programmé des travaux, mais sur les réseaux souterrains, eau usée, eau potable, et gaz par exemple? Alors là, on a une réunion prochainement, en effet. Il y a toujours des réunions avec la métropole, service assainissement et pluvial, pour connaître le plan pluriannuel des travaux à venir sur la commune. Puisqu'ils régularisent sur la commune, par exemple, actuellement on a reçu ces questions qui signent toutes les autorisations de travaux, des interventions en centre-ville sur des changements de canalisation qui sont encore au plomb, et du coup c'est leur priorité. Et là, on les a fait intervenir pour avoir une réunion assez rapide, je crois que c'est dans 15 jours, pour justement savoir qu'est-ce qu'ils vont engager sur certaines voiries qui sont sur des réseaux nécessaires, soit d'extension, soit de transformation. Qui permettra pour nous après de faire la programmation, donc dans ce nom. Okay. Et puis eux qui mettent au budget et qu'on sache en plan 2026, 2027, 2028, on s'en est, ça se trouve à ce niveau-là. Ils font 3-4 ans pour prévoir leur budget. Bon, on passe au vote le rapport numéro 14. Qui est contre? Qui s'abstient? Abstention de l'équipe de M. Favreau. Donc vote à la majorité. Merci.